C'est le 36e point rouge qui a été préparé avec Alice, Tiffaine et Flore. On va passer par là. C'est le point rouge sur le Mali, sur la crise au Mali. Et pour ça, on est venu ici au marché de Montreuil, le marché de la Croix de Chavaux à Montreuil. Pourquoi Montreuil? Parce que, alors on dit, je ne sais pas si c'est vérifié, mais on dit que la deuxième ville malienne après Bamako, la capitale du Mali, c'est Montreuil, parce qu'il y a beaucoup de Maliens ici. Ah ben on va se mettre là, tiens. On va se mettre là pour l'instant. J'ai un invité. Oui, écoutez, j'attends Monsieur Boilet qui est un historien. Et vous n'êtes pas un historien, vous êtes? Non, moi je suis Daniel Dubreuil de l'association Survie. D'accord. Vous pouvez tenir mon micro, Daniel? Pierre Boilet est là, ce qui est historien qui nous a rejoint. Merci en tout cas de nous rejoindre au Point Rouge, Monsieur Boilet. Je rappelle que c'est un débat citoyen, que tout le monde peut intervenir. J'ai ici quelqu'un qui est spécialiste de cette question. Vous avez écrit pas mal de bouquins sur cette question Touareg. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce conflit qui éclate au grand public français, mais ça vient de très loin? Notre relation, nous, avec la France, avec les Touaregs, elle date du 19e siècle, c'est ça? Oui, enfin c'est une relation qui est très ancienne, mais le problème n'est pas que Touareg. En réalité, c'est un problème général pour le Mali. Ce qu'il faut voir, c'est historiquement, effectivement, que la colonisation française a moins bien géré le nord que le sud, notamment en termes de scolarisation. Ce qui fait que... Le nord où il y a les Touaregs, hein? Non, je dis le nord ouais. Dans son ensemble, Touareg, Maure, Songhai. Et notamment, il y a eu assez peu d'écoles, ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas été présents lors de l'indépendance, mais aussi la prise en main de l'appareil d'État une fois le Mali indépendant. Vous voulez dire que la France colonisatrice n'a pas formé le nord du pays, c'est ça? Pas d'école? Voilà, très peu d'écoles, et à l'indépendance, il y avait très peu de gens finalement qui avaient des diplômes, contrairement à la région de Bamako et au sud dans son ensemble. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème, effectivement, est peut-être une indépendance mal préparée, qui a fait que beaucoup de gens au nord du Mali n'ont pas bien compris, et particulièrement donc Touareg et Maure, qui donc ont signé une pétition à l'époque pour dire qu'ils n'étaient pas évidemment très contents d'être attachés à un pays qu'ils connaissaient mal. Bon. Ça, c'est les années 60. Hein. Ça, c'est vraiment en 60, c'est même en 58 en pratique. Hein. Ouais. Ensuite, le gros problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des incidents divers et variés, je vais assez vite, qui ont abouti à une révolte en 63-64 de la part des seuls Touaregs, là pour le moment. Et cette révolte a été vraiment extrêmement réprimée, ce qui fait qu'ensuite toute la région a été mise sous couvercle militaire et policier. Pendant ce temps-là, donc, il y a eu aussi au cours des années d'autres problèmes, notamment les sécheresses des années 70 et 80, qui ont, pour tous les nomades, qu'ils soient Maure, Peul, Touareg, ont occasionné des pertes de troupeaux immenses. Et beaucoup de gens sont partis, notamment Touareg, en Libye pour trouver du travail et ont été engagés dans l'armée. On se sont battus au Tchad. C'est dans les années 70 que les Touaregs déjà montent vers le nord, vers la Libye? Ah ouais? Absolument, oui. Les premiers jeunes Touaregs, qu'on appelait les chômeurs en Touareg, c'est un néologisme qui s'appelle les Choumars. Donc en fait, on commence à monter à partir des années 70, au milieu des années 70 en quelque sorte. Ça s'est accéléré dans les années 80. Les gens ont été employés donc dans l'armée, sont battus au Tchad, en Palestine, enfin dans des tas d'endroits différents. Et on en profitait pour s'organiser, pour prendre une espèce de revanche sur la révolte de 63-64 et recommencer un combat qui pour eux n'était pas terminé. Il y a eu là-dessus d'autres choses importantes, c'est-à-dire l'installation dès 2003, il faut le dire, hein, dès 2003, d'AQMI, enfin en tout cas sous son nom de GSPC, qui s'est transformé en 2007 en AQMI, autrement dit les salafistes
ISIS était là depuis 2003. Depuis Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2003. Dans la région, au Mali ou oui. Au Mali, dans cette région où nous sommes actuellement en train de faire des combats, où il y a un soldat qui vient de mourir. C'est exactement là donc qu'il y avait AQMI. Donc ça plus le détournement et le trafic de drogue qui a traversé tout le Mali, mais aussi tout le nord du Mali vers l'Algérie, donc a occasionné si vous voulez, la mise en place d'une espèce de zone grise où on enlevait des otages, où on ne pouvait plus venir régulièrement. Et ça a évidemment nu aussi à l'intégration du Nord, ce qui fait qu'il y a eu de grosses déceptions, l'impression que l'absence de l'État était forte et que de fait il fallait recommencer à agir. Donc il y a eu de jeunes gens qui ont commencé à créer un mouvement qui au départ était exclusivement politique, et ensuite on sait ce qui s'est passé avec le retour des Touaregs de Libye lourdement armés qui ont déclenché donc cette rébellion de 2012. D'accord. On devrait avoir un représentant des Maliens de Montreuil. Je rappelle que c'est un débat citoyen dans la rue, que tout le monde peut intervenir. Si vous êtes malien, bien sûr, ça nous intéresse. Les Maliens qui habitent à Montreuil, et ils sont nombreux, j'imagine qu'ils sont inquiets de la situation de leur pays. On va attendre l'arrivée de M. Sékou, qui est représentant de la communauté malienne, ici à Montreuil. Bonjour, vous êtes du Mali, je cherche des Maliens. Bonjour madame, vous êtes du Mali? Oui. Ah, vous êtes du Mali? De quelle région? Au Bamako. De Bamako. Oui. Vous avez de la famille là-bas? Oui. D'accord. La guerre là-bas au Mali, vous êtes au courant? Vous avez des informations par la famille? Oui, on a le courant parce qu'on est les tristes, parce que toute la famille sont là-bas, les guerres comme ça, donc c'est pas facile pour nous. Hein. Non? Ouais. Et les Touaregs, vous connaissez les Touaregs? Touareg, on ne connaît pas parce que... Non. Non, non. Vous voulez parler avec les Touaregs ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. Ah, vous ne connaissez pas. Monsieur Mokhtar. Allô? Oui, Monsieur Mokhtar, c'est un Touareg. Il vient du Mali et du Niger. Monsieur Mokhtar, il a accepté de venir. Madame est malienne et elle dit « Je ne connais pas les Touaregs ». Vous êtes d'où? De Bamako? Oui, je suis de Bamako. Ouais. Donc vous avez un Touareg devant vous, c'est la première fois ou pas? Oui, c'est la première fois que je le viens là. Qu'est-ce que vous voulez lui demander? Nous sommes de compatriotes, nous sommes du même pays. Moi, je connais Bamako. Je peux même vous dire Anis Roma. Qu'est-ce que vous voulez dire à monsieur qui est Touareg? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Parce que la situation est tendue actuellement. Il y a beaucoup de... Monsieur Boilet, vous pouvez venir. Il y a beaucoup d'exactions en ce moment contre les Touaregs, contre les Arabes, comme on dit aujourd'hui dans le Nord. Disons qu'il y a déjà eu un certain nombre de choses qui se sont passées dans la remontée de l'armée française avec l'armée malienne. Et donc il y a des listes qui circulent, Human Rights Watch et Amnesty sont sur le coup. Et c'est vrai qu'il y a dans certains endroits, ce n'est pas systématique encore, mais dans certains endroits, il y a un peu des chasses aux faciès. Est-ce que vous voulez lui poser une question au Touareg? Oui, la question, on a fait la paix au Mali, c'est tout. Ouais, parce que les guerres, c'est pas bon pour la famille. On a fait la paix, c'est tout. Les Touaregs aussi, ils veulent la paix, j'imagine. Bien sûr, nous voulons la paix, nous demandons que la paix pour toutes nos familles. Nous ne sommes pas différents de nos frères du Sud. Nous connaissons le Sud, mais ce que nous trouvons un peu dommage, c'est que nos frères du Sud ne nous connaissent pas. Par exemple, nous, dans la communauté Touareg, c'est très rare de trouver un Touareg qui ne parle pas Bambara, Sonra ou Peul. Mais vous recherchez dans la communauté de nos frères soninké du sud du Mali ou de Bamako, beaucoup disent qu'ils ne connaissent même pas les Touaregs. Et ça fait très mal au cœur. C'est ce que madame vient de nous dire. Ouais. Oui, c'est pas facile pour moi en français. Mais pourquoi aujourd'hui il y a toujours Je peux traduire pour elle peut-être. Si vous voulez, oui, bien sûr, oui. Vous voulez parler en Bamana? Allez-y. Allez-y. Parlez-lui en Bambara. Encore. Mais toi, les qui m'a donc, parce que toi, les qui sont maliens, on est donc.
Donc, est-ce que les Touaregs sont des Maliens? C'est ce que ma sœur demande. Bien sûr, nous sommes des Maliens. Nous sommes des Maliens depuis 1960 à l'indépendance. D'accord, merci. Merci madame. Je rappelle que tout le monde peut intervenir. Monsieur Sékou. Ah, monsieur Sékou, vous avez amené votre casque de moto, vous êtes en panne, c'est ça? D'accord, merci de venir. Je vous présente un compatriote. Voilà. Je vous présente un historien, monsieur Boilay, que vous connaissez sans doute. Je vais vous demander de venir sur le point rouge, là. Correct, bien autour de ce point rouge. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui aux Touaregs? Alors, la question, je ne l'aime pas comme ça. Moi, je ne reproche rien aux Touaregs. Ce qui se passe au Mali, pour moi, ce n'est pas un problème Touareg. Même si, effectivement, avant cette guerre-là, on a eu différents problèmes de rébellions dans le Nord. Et moi, je ne le prends pas comme un problème Touareg. Je le prends comme un problème de rébellion, comme un problème des terroristes actuellement dans le Nord Mali. D'accord, vous voulez voir que cette question, mais vous mettez les Touaregs dans les terroristes? Alors, parmi les terroristes, il y a incontestablement des Touaregs. Mais ce que nous, d'ailleurs, on a vu dans les images qu'il n'y a pas que les Touaregs qui sont, il n'y a pas que les peaux claires qui sont dans ces groupes terroristes. On a vu des Noirs, des Songhai, d'autres ethnies, même peut-être des Bambara, qui ont la peau noire, qui font partie des terroristes, qui sont barbus, qui sont là. Pourquoi les Touaregs se sont alliés à Al-Qaïda et aux autres groupes islamistes, djihadistes? Pourquoi cette fois-ci? Parce qu'il n'y avait pas ce mélange jusqu'à présent. Comme a dit mon frère, les Touaregs ne se sont pas alliés aux islamistes. Il y a des Touaregs comme des Songhai, comme des Bambara, qui se sont alliés à ces islamistes-là par appât-du-gain, par recherche d'intérêt, parce qu'ils étaient dans des conditions économiques, des jeunes désœuvrés, sans emploi. Le problème Touareg au Mali ne date pas d'aujourd'hui. Moi qui vous parle, je suis issu de ce problème-là. Je suis né en 1963, au moment de la première rébellion. Mes parents se sont réfugiés au Niger. C'est pour ça que je suis né au Niger. Mais j'ai la majorité de ma famille qui est encore au Mali. Vous parlez de cette histoire, effectivement, des exactions contre les gens du Nord, contre les gens à peau claire, contre les Touaregs, perpétrées par le pouvoir de Bamako. C'est clair, ça a existé, ça. Disons que, alors moi, j'appelle pas ça des exactions quand on parle de la première rébellion en 1963. Parce que tout simplement, le jeune Mali vient de naître et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas nous qui avons tracé les frontières. Et après les indépendances, effectivement, il y a eu ce soulèvement Touareg qui ne voulait pas du Mali, qui voulait un État dans le Nord. Effectivement, à l'époque, je comprends le contexte historique. Vous dites que vous avez fait des efforts, c'est ça que vous dites que le Mali, le Mali majoritaire... Le Mali majoritaire a fait quand même des efforts. Vous dites ça. Voilà, le Mali a fait mais vous ne reconnaissez pas les massacres des Touaregs, les massacres des gens du Nord? Forcément, il y en a eu. Quand il y a une guerre, il y a eu un massacre, forcément, mais voilà, qu'on peut comprendre dans le contexte. Mais vous comprenez que c'est ça qui motive, de certaine manière, cette guerre qui dure depuis longtemps et qui motive maintenant la sécession. Parce que les Touaregs demandent maintenant, c'est nouveau ça, ils demandent 2 pays. C'est ça qui se passe, c'est ça qui est plus grave, non? Alors en fait, l'indépendance a été demandée, disons, en avril, après la conquête du Nord. Avril 2012. Avril 2012, mais depuis, le MNLA a beaucoup baissé ses revendications, puisqu'il a abandonné d'une part l'indépendance, et qu'il parle même plus d'autodétermination, mais d'autonomie, ou en tout cas de réorganisation de l'État. On est dans une situation, visiblement, où les Touaregs cherchent une solution. Est-ce qu'on va pouvoir sortir de la crise et est-ce qu'il faut la France pour vous réconcilier? Est-ce qu'il faut la France? Moi, je pense que pour le dialogue, pour moi, il n'y a pas besoin de la France. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les Maliens doivent se mettre sur la table et discuter, y compris les gens du Sud, parce que tous les gens du Sud ne sont pas contents non plus de l'État malien. Qu'est-ce qui doit changer pour qu'on puisse parler entre gens du Sud et gens du Nord, monsieur, vous qui êtes Touareg? Ce qu'il faut qu'il change, c'est peut-être la justice.
c'est que nos frères du Sud, même pas nos frères du Sud, les différents gouvernements du Mali qui se sont succédés, reconnaissent qu'il y a eu des exactions, reconnaissent que nous sommes des orphelins de nos pères qui ont été tués, de nos grands-pères qui ont été massacrés, ensevelis. Les jours où la justice sera dite, les jours où on nous dira « Vous êtes des enfants de la République du Mali, pardon pour ce que l'armée malienne a fait », ces jours-là, nous reviendrons dans les jurons du Mali. Mais nous l'attendons toujours, ces jours-là. Oui, bon, vous savez, l'histoire... Vous avez entendu là? Oui, c'est un appel. Oui, c'est un appel. Clair. Bon, je pense que je ne suis pas homme politique. Je pense que demander pardon d'une manière nationale, bon, ça il faut voir avec les politiques. Mais moi je pense franchement qu'il y a des massacres, il y a eu de tous les côtés. De tous les côtés, je parle des Touaregs vers les Noirs et des Noirs vers les Touaregs. Mais voilà, je pense que l'histoire est là. Et maintenant, on est dans une république. Je pense qu'on doit travailler de telle sorte que, en tout cas, le Mali ne reconnaisse plus, en tout cas, un problème similaire. Il y a un monsieur qui veut intervenir, oui. Vous reprenez un discours qu'on a entendu depuis très très longtemps. Vous parlez de la présence primitive, sans aucun a priori, des Noirs. Ensuite, vous parlez des Berbères. Et ça, c'est un discours qui a été tenu très très longtemps par la France coloniale, pour diviser effectivement. Parce que moi, je suis algérien, je suis aussi africain que vous, et mon pays est dans une situation extrêmement difficile. On n'en parle pas. Mais moi, je pense que, il me semble que nous n'arrivons pas à mettre en place une démocratie qui corresponde à nos aspirations, à nos besoins, à cause de l'Occident. Le jour où l'Occident se détachera et comprendra que les Africains sont des êtres adultes capables de gérer leur situation, les choses se passeraient très bien. La France a intervenu de manière totalement illégale dans un pays qui n'était pas du tout démocratique. Alors, bien avant les Français, on a toujours eu des problèmes avec nos voisins arabes. Ça, c'est clair. Ça, c'est depuis la nuit des temps. On a toujours eu des problèmes avec eux. Ça, c'est clair. Et ça, c'est pas vous qui allez pouvoir l'enlever. Maintenant, on est arrivé à un moment, effectivement, où il y a eu la colonisation. Après, en partant, ils ont tracé. Moi, je sais qu'il y a eu des Touaregs qui ont combattu aux côtés des résistants maliens pour obtenir l'indépendance de ce pays. Vous comprenez? En France, il existe un autre problème qui vous échappe et dont l'Occident est parfaitement conscient et qu'il souhaiterait mettre en œuvre. C'est la mise en place d'un État Touareg. Ça, c'est quelque chose, ne l'oubliez surtout pas. Et c'est quelque chose qui risquerait d'arriver parce que les Touaregs demandent leur indépendance. Et l'indépendance des Touaregs, c'est tout le pétrole de l'Afrique qui est là-dedans. Vous êtes des Africains, nous sommes des Africains. Nous sommes autant responsables les uns envers les autres. Et tant que vous dites « Vive la France »,« Merci la France », moi je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci, jusque-là, je n'ai pas dit « Vive la France », je n'ai pas commenté l'intervention militaire. Hein. Vous la condamnez ou vous trouvez que c'est une bonne intervention à juste titre? Je pense que c'est une bonne intervention à juste titre parce que ça a quand même permis de stopper la progression des djihadistes pour éviter la chute du Mali, parce que si jamais le Mali avait chuté, ce ne serait plus un problème du Nord, ce serait un problème, moi je dirais, mondial. Donc par rapport à l'intervention, je vais peut-être vous étonner, mais je suis un Touareg qui est favorable à cette intervention. Ça fait très longtemps que depuis l'arrivée des islamistes dans le nord du Mali aux alentours des années 2000, que la communauté Touareg, que la diaspora Touareg, nous appelons à une intervention armée pour chasser ces gens-là. Nous avons dit depuis 2001 que la communauté internationale est responsable, car une partie d'un pays est prise en otage par des narcotrafiquants qui sont connus, identifiés. Et seulement nous regrettons par rapport à cette intervention qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt. Nous sommes les premières victimes de ces islamistes. Les premières victimes, ce sont les populations du Nord. Mais la France est intervenue les jours où le Sud a été menacé. Donc nous, du Nord, nous ne comptons pas. Nous avons eu des mains coupées, des femmes violées. La France n'était pas intervenue. Les jours où les djihadistes ou les terroristes ont bougé pour s'approcher des Sévarés, le Mali, utile, est attaqué.
Ces jours-là, on intervient. D'accord. Monsieur Bollet, vous voulez juste faire un commentaire rapide, allez-y. Oui, commentaire très rapide, puisqu'il y a eu de l'histoire qui a été, qui a été évoquée. Oui. Après, on parlera de la France-Afrique. Oui. Voilà, je pense que jamais la France n'a cherché à faire un État touareg. Ouais. Ça, il faut bien le dire. Hein. Ça, c'est pas du tout l'intérêt de la France pour le moment, et donc ça n'a jamais été mis en place. D'accord. On a évoqué la France, son rôle. Le monsieur qui se disait algérien, que c'était en gros la faute de la France, c'était une stratégie. Vous avez également dit que c'était le colon qui était responsable de cette situation. C'est notre faute, ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Je ne vais pas revenir sur toute la période historique, évidemment, parce Ouais. que ça a déjà été largement abordé. Moi, je vais me contenter des conditions de l'intervention. Ouais. Des conditions d'intervention militaire donc, qui ont été réalisées essentiellement par la France, alors que le projet d'intervention militaire existait bien. Je voudrais signaler au passage que sur les conditions légales de l'intervention, et c'est encadré uniquement par l'article 51 de la Charte de l'ONU, qui est un article qui est extrêmement dangereux à manipuler, parce qu'il demande, c'est un article en gros qui dit, si un État est menacé, il a le droit de faire appel à n'importe qui pour venir l'aider contre cette menace. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un précédent historique. L'appel à l'article 51 de la Charte de l'ONU, c'est un précédent historique, ça n'a jamais été fait, et que ça pourrait potentiellement légaliser n'importe quel type d'intervention extérieure demandée par, donc là en l'occurrence, c'est des autorités de transition, donc c'est encore plus contestable, mais potentiellement c'est extrêmement risqué sur l'ensemble de la surface de la planète. Ce sur quoi je voudrais revenir, c'est les buts de guerre mouvants. C'est un but de guerre mouvant qui bouge, vous voulez dire, Voilà, qui sont plus les mêmes d'un jour à l'autre. Voilà, d'un jour à l'autre. Et alors là, c'est exceptionnel quand même depuis le déclenchement des opérations. Tous les 3 jours, on nous annonce des nouveaux objectifs. Alors là, aujourd'hui, on va jusqu'à... Alors là, c'est une question que je vous adresse, donc à vous, monsieur, et à vous également. On a d'abord voulu stopper cette progression. Maintenant, on participe de la reconquête du Nord. Pour ça, on utilise des armées de dictateurs amis de la France, Blaise Compaoré, Idriss Déby, Faure Gnassingbé au Togo et autres. Ça passe par des compromis politiques. Bon, ça, c'est une histoire encore pour d'autres peuples en Afrique. Est-ce que la France a vocation à reconquérir le Nord? Est-ce que la France a vocation à téléguider des représentants politiques maliens? Est-ce que la France a vocation à maintenir l'ordre à Bamako? Est-ce que la France a vocation à fixer les dates des élections, encadrer le processus politique malien? Comment? Pardon, madame. Arrêtez de critiquer, donnez-lui le temps, il vient juste d'arriver. Il vient juste d'arriver, donnez-lui le temps. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Il parle de Hollande, je parle de Hollande parce qu'il pense qu'il est parti en Afrique. Voilà, je suis venu avec mes militaires, je suis l'héros, le western qui va faire tout. Arrêtez un peu de critiquer. C'est son opinion, madame. Et mais vous... Oui, c'est son opinion, je suis d'accord avec lui 1000 fois. Mais Monsieur Hollande, comme tout le monde, il n'est pas parti comme ça. Vous savez bien qu'est-ce qu'il y avait. Pourquoi? Pourquoi? Avec tout ce tueries qu'il y avait pour le peuple, pour des peuples innocents. Vous pensez qu'il est parti là, les héros? Je viens faire un baguette magique? Oui. Arrêtez un peu. Oui, effectivement. Arrêtez un peu. Moi, je pense, enfin, nous, on Arrêtez un pense peu. que le principal motif de l'intervention au Mali, c'est en France une question de restauration d'image. Une question de restauration d'image de l'action de la France en Afrique. Libératrice, porteur de valeurs universalistes en Afrique, ce qui est clairement pas le cas si on regarde... Vous avez été interpellé là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la France a intervenu dans un cadre légal dans le nord du Mali. Maintenant, effectivement, au départ, il était question de stopper la progression et puis après, le reste, on verra. Mais sur le terrain, ils se sont rendus compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Qu'il faudra que ce problème politique soit débattu entre nous. La France n'a pas vocation à fixer la date des élections, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'était effectivement de défendre un État qui était en train de s'écrouler. D'accord, je vous remercie. On a fait une rupture dans le point rouge, parce qu'on attend M. Razi Hamadi qui ne viendra pas, semble-t-il. Et là, la discussion, on va essayer de passer le micro dans la discussion, là, c'est marrant. Moi, je suis fier d'être dans ce pays-là. Ils sont en train de nous couper les doigts. Ça fait 10 ans. Et alors? Ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas. Et alors? 10 ans. Ça fait 10 ans, mais alors? 10 ans, mais pourquoi on choisit d'intervenir à ce moment-là? Non, parce qu'il y a eu un changement. M. Hollande, il a pris sa responsabilité, il est intervenu Mais non. et il a bien fait. Ah non, attendez. D'accord. À des moments Bon, donnés, il faut on voit que vous, les Maliens ne sont pas vraiment d'accord avec vous. Hein. Bon, ça c'est le côté critique des Français. C'est les Français, ils aiment bien critiquer ce qu'ils font. Hein. C'est une tradition hein, chez nous. Hein. C'est l'objectif. Nous, c'est l'objectif de notre association, c'est de d'éclairer les motifs de la politique de la France en Afrique. D'accord. Alors justement, puisque M. Hamadi n'arrive pas, on va... Oui. Si nous, les Maliens, on arrivait à critiquer les gouvernements maliens autant que les Français critiquent
le gouvernement français, peut-être même ces problèmes-là n'auraient pas eu lieu. Il y a un problème de gouvernance, c'est tout. Alors, on va aborder une autre question avec un autre militant ici, qui est lui, militant sahraoui, qui patiente depuis un moment. Restez, c'est intéressant, hein, parce que c'est une question, on est bien sûr dans toute cette partie sahélienne, hein, du sud du Sahara, et le Sahara lui-même, et vous, Sahraoui, vous êtes à l'extrême ouest du Sahara, du côté de la Mauritanie et du Maroc, hein, et la question sahraoui, c'est quelque chose qu'on a totalement oublié. Les Sahraouis, aujourd'hui, ils voient venir les gens d'AQMI, ils voient venir ces gens du côté du Maroc occidental, du Sahara occidental. Oui, effectivement, moi aussi je suis très content d'être avec vous et d'écouter ce débat très riche. Effectivement, cette question qui se passait dans la région, ça ne date pas de 2003 ni 2002, ça date d'avant des années 90 avec tout ce trafic dans la région. Et tout le monde a laissé faire. Au niveau géographique, on est frontalier avec le Mali et surtout avec le peuple touareg. C'est nos voisins. Historiquement, on avait des échanges, des liens juridiques, des liens de commerce, des liens de sécurité. Et donc nous, on a vu ce danger. Et par exemple, les camps de réfugiés à Tindouf, contrôlés par le Front Polisario, le Mijao a fait une opération en octobre 2011 où il a enlevé 3 coopérants. Donc nous, on est conscients de ça, de ce danger. Depuis le début, on le voit venir. Cette crise sahélienne, cette crise du Sahara, est-ce qu'il peut y avoir une radicalisation des Sahraouis aujourd'hui et une alliance avec les djihadistes, comme on l'a pu le voir d'une manière différente, mais au Mali avec les Touaregs? Je vais répondre parce qu'il y a deux choses. Il y a ce que la presse marocaine et ses relais en France essayent de faire. Ouais. C'est ça qu'elle essaie de faire? Elle essaie de dire ça? Ce qui se passe au Mali, on a dit attention. Suite à l'intervention malienne, il y a des combattants d'AQMI qui sont rentrés chez le Front Polisario. Ce n'est pas possible pour les raisons suivantes. La première, on est un peuple politisé par rapport à la cause. Donc, il n'y a pas un vide au niveau idéologique. Maintenant, ce qui se passe, c'est par rapport à l'actualité, c'est qu'on a les jeunes qui attendent. Depuis 1991, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'issue au niveau international. Ces jeunes, ils demandent la reprise des armes. Mais c'est-à-dire le retour à la lutte armée contre le Maroc. C'est deux choses différentes. D'accord. C'est deux choses différentes. Donc chez vous, vous avez cette possibilité, c'est ce danger que la jeunesse veuille passer à l'action. À l'action, mais... Surtout si la communauté internationale ne s'occupe pas de votre question. Et on va terminer là-dessus avec vous, monsieur. C'est vrai que cette histoire, cette aventure militaire française, elle risque de durer, mais votre problème, il reste... c'est pas militaire, votre problème. Disons que non, notre problème n'est pas que militaire. Ouais. C'est sûr que bon, après cette intervention, il va falloir s'asseoir. Hein, il va falloir s'asseoir et parler. Mais dans ce conflit, il n'y a pas qu'un problème entre Maliens. Il y a aussi un problème de ces gens-là qui veulent un territoire. Ce n'est pas les Touaregs. Hein. Je parle des trafiquants, des islamistes et tout ça. À chaque fois qu'ils sont dans un pays, on les chasse. Et vous voyez, dans le nord du Mali, il y avait pratiquement beaucoup de nationalités. Et ce groupe-là, il faut qu'ils trouvent un terrain de prédilection pour pouvoir faire leurs affaires. Tant que ça, ce n'est pas réglé, ils partiront et reviendront. D'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce point rouge. Voilà, c'était le 36e point rouge. On était à Montreuil, une ville fortement malienne ici à Paris. C'est pas la deuxième ville malienne après Bamako, c'est pas vrai ça? Non, ça c'est pas vrai. C'est des bêtises? Ouais, c'est des bêtises. Ouais. D'accord, bon. Fortement malienne et algérienne comme on l'a vu en tout cas. Voilà, la diaspora africaine est ici. À bientôt pour un nouveau point rouge. La la